Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse dominaient les cieux avec une puissance dévastatrice. Cette vidéo passe en revue les chasseurs les plus importants du conflit, classés par les nations qui les ont construits et pilotés. Accrochez-vous, certains de ces appareils vont vous couper le souffle. Bell P-39 Era Cobra, un chasseur américain vraiment hors du commun. Son moteur était placé derrière le pilote, ce qui permettait d'installer un énorme canon de 37 mm dans le nez de l'appareil. Grâce à cette configuration unique, il était redoutablement efficace à basse altitude, surtout entre les mains des pilotes soviétiques qui en ont fait une arme de destruction massive. Bell P-63 King Cobra, une version améliorée et agrandie du P-39. Les défauts de stabilité de son prédécesseur ont été corrigés avec soin. La grande majorité des unités produites ont été envoyées directement à l'Union soviétique, où elles se sont illustrées brillamment sur le front de l'Est. Brewster F-2 à Buffalo, un chasseur embarqué trapu et robuste, parmi les premiers monoplans de sa génération. Solide dans sa construction, il était pourtant déjà dépassé dès 1941. Face aux héros japonais, d'une agilité déconcertante, il n'avait aucune chance. Brewster F-3A, ce nom désigne une version du célèbre F-4U Corsair produite sous licence par Brewster Aeronautical. Cette production supplémentaire permettait de combler les lacunes de Vought qui peinaient à satisfaire la demande croissante. Curtiss P-36 Hawk, un design américain d'avant-guerre reconnu pour sa robustesse exceptionnelle. Rapidement supplanté par des appareils plus modernes, il a tout de même participé aux premières batailles du conflit, notamment aux côtés de l'armée de l'air française. Curtiss P-40 Warhawk, le chasseur légendaire des Flying Tigers. Fiable, incroyablement résistant, et redoutable en piqué. Ce n'était pas le grimpeur le plus rapide du ciel, mais sa solidité à toute épreuve en faisait un adversaire que personne ne voulait croiser. General Motors FM1 Wildcat, pendant que Grumman concentrait ses efforts sur le Hellcat, General Motors a repris la production du F-4F. Cette version ancienne s'est révélée indispensable pour assurer les premières missions d'escorte sur porte-avions légers. General Motors FM2 Wildcat, une modernisation significative du Wildcat original. Équipé d'un moteur bien plus puissant, il a maintenu sa pertinence opérationnelle jusqu'à la fin du conflit, surtout sur les petits porte-avions d'escorte. Goodyear FG1 Corsair, la version du célèbre chasseur à aile en mouette produite par Goodyear sous licence. Cette production supplémentaire permettait de fournir en masse cet appareil exceptionnel à la marine et aux marines américains. Grumman F-3F, le dernier biplan chasseur adopté par la marine américaine. Un appareil magnifique et puissant pour son époque, mais profondément ancré dans les années 1930, complètement dépassé lorsque la guerre a éclaté. Grumman F-4F Wildcat, un chasseur embarqué robuste et fiable. Ses ailes repliables innovantes facilitaient le stockage à bord des porte-avions. La tactique défensive du Dash Weave lui permettait de tenir tête au zéro, pourtant plus rapide. Grumman F-6 FL4, conçu dans un seul but, détruire le zéro. Solide, puissant et indulgent à piloter. Il a obtenu le meilleur ratio de victoire de tous les chasseurs de la marine américaine dans le Pacifique. Une machine de guerre absolue. Grumman F-7F Tigerka, un chasseur lourd naval à double moteur, massif et redoutablement armé. Trop tardif pour participer aux combats à grande échelle, il était néanmoins une bête de guerre impressionnante. Grumman F-8F Berka, le summum du chasseur naval américain à moteur à piston. Léger, avec des performances de montée stupéfiantes. Il est arrivé trop tard pour jouer un rôle décisif pendant la Seconde Guerre mondiale. Lockheed P-38 Lightning, le chasseur distinctif à double poutre, piloté par des A comme Bong et Maguire. Incroyablement polyvalent, escorte de bombardiers, intercepteurs, reconnaissance. Un appareil qui faisait tout, et qui le faisait bien. North American P-51 Mustang, sans doute le meilleur chasseur d'escorte longue distance de toute la guerre.
Son moteur Rolls-Royce Merlin lui conférait une altitude et une vitesse exceptionnelles. C'est lui qui a permis de conquérir la suprématie aérienne au-dessus de l'Allemagne. République P-43 lancé, le prédécesseur haute altitude du redoutable Thunderbolt. Produit en petite série seulement, il a surtout servi à l'entraînement et à la reconnaissance dans les premières phases du conflit. République P-47 Thunderbolt, surnommé le Jug. Un chasseur-bombardier massif et d'une solidité à toute épreuve. Il pouvait encaisser des dégâts incroyables et délivrer des charges dévastatrices lors des missions d'attaque au sol. Seversky P-35, l'un des premiers monoplans chasseurs de l'armée de l'air américaine. Largement exporté, il était rapidement dépassé, mais il représentait une étape cruciale dans l'évolution des chasseurs modernes. Vogtef 4U Corsair, la légendaire mort qui siffle. Ses ailes en mouette inversées lui permettaient d'accueillir une hélice gigantesque. Redoutable entre les mains des pilotes de la marine et des marines, surtout en fin de guerre. Passons maintenant à l'Allemagne. Vous croyez avoir tout vu ? Attendez de découvrir ce que les ingénieurs allemands ont conçu. Certains de ces appareils semblent sortir tout droit d'un film de science-fiction. Dornier d'eau 335 Fey, la flèche unique. Sa configuration moteur à traction poussée était révolutionnaire. Potentiellement l'avion à moteur à piston le plus rapide de toute la guerre. Malheureusement, il est arrivé trop tard pour changer le cours des combats. Focke-Wulf FW-190, l'oiseau boucher allemand. Ce chasseur à moteur en étoile était lourdement blindé et d'une robustesse exceptionnelle. Il excellait à basse altitude et dans les missions d'attaque au sol tout au long du conflit. Focke-Wulf TA-152, le chef-d'œuvre final de Kurt Tank à moteur à piston. Un intercepteur haute altitude, raffinement ultime du FW-190. Exceptionnellement rapide, mais produit en quantité ridiculement faible. Focke-Wulf TA-154, surnommé le moustique en raison de sa construction en bois. Conçu comme chasseur de nuit rapide, il a été condamné par des défauts techniques et des pénuries de matériaux. Inquélescent, un prototype de chasseur allemand d'avant-guerre, très rapide mais fragile. Malgré ses performances impressionnantes, il a perdu le contrat de production face au Bf-109. Inkel 112, un sérieux rival du Messerschmitt Bf-109 lors de la compétition de 1936. Finalement exporté vers des nations comme la Roumanie et l'Espagne. Inkel et 162 Volksjäger, le chasseur du peuple. Un petit jet construit à la hâte, destiné à être piloté par des aviateurs relativement inexpérimentés en dernier recours. Rapide, oui, mais d'une dangerosité extrême même pour ses propres pilotes. Inkel et 219, un remarquable chasseur de nuit bimoteur allemand. Il a été le pionnier de technologies comme le siège éjectable et l'intégration radar efficace. Très performant malgré une faible production. Messerschmitt Bf-109, le chasseur principal de la Luftwaffe pendant toute la durée de la guerre. Polyvalent, constamment amélioré, est l'un des avions les plus produits de toute l'histoire de l'aviation. Messerschmitt Bf-110, le destructeur. Un chasseur lourd bimoteur qui dominait les premiers combats jusqu'à ce qu'il se révèle catastrophiquement vulnérable face aux chasseurs monomoteurs modernes pendant la bataille d'Angleterre. Messerschmitt Me-163 Comet, le seul intercepteur à propulsion par fusée jamais mis en service opérationnel. D'une rapidité aveuglante. Mais son carburant volatile et son autonomie ridiculement courte en faisaient un piège mortel pour ses propres pilotes. Messerschmitt Me-210, un programme profondément problématique à l'origine. Il a été considérablement amélioré pour devenir le Me-410, qui s'est illustré avec succès comme destructeur de bombardiers. Messerschmitt Me-262 Schwalbe, le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. Révolutionnaire. D'une rapidité dévastatrice. Quand il croisait des chasseurs alliés à piston, il dominait instantanément le ciel. L'avenir de l'aviation militaire venait de naître.
Messerschmitt Me 410, une amélioration radicale par rapport aux problématiques 210. Ce chasseur lourd bimoteur et destructeur de bombardiers a servi avec dévouement sur le front de l'Ouest. Passons maintenant à l'Union soviétique, des chasseurs forgés dans le feu et le sang du front de l'Est, là où les batailles aériennes étaient parmi les plus brutales de toute la guerre. Lavochkin La-5, un développement soviétique vital. Il combinait la cellule robuste du LAGG-3 avec un nouveau moteur en étoile puissant. Il pouvait rivaliser avec les meilleurs chasseurs allemands. Lavochkin La-7, l'évolution finale de la série La-5. L'un des meilleurs chasseurs soviétiques de la guerre. Sa structure légère et son rapport puissance-poids exceptionnel lui offraient des performances stupéfiantes. Lavochkin LAGG-1, un prototype soviétique précoce en bois. Il était crucial pour tester les nouvelles méthodes de construction qui ont ouvert la voie au LAGG-3. Lavochkin LAGG-3, le chasseur soviétique en bois qui a hérité du surnom peu flatteur de cercueil verni. Trop lourd et sous-motorisé au début, il a été considérablement amélioré par la suite. Lavochkin La-9, un chasseur soviétique haute performance entré en service juste à la conclusion de la guerre. Un successeur redoutable du La-7. Lavochkin La-11, un développement de fin de guerre et d'après-guerre. Utilisé principalement comme chasseur d'escorte longue distance. L'évolution finale de la grande série Lavochkin de guerre. Mikoyan Gourevitch MiG-1, un intercepteur soviétique précoce haute altitude. Conçu pour voler haut et vite, il s'est révélé difficile à manier et a nécessité des améliorations immédiates pour être opérationnel. Mikoyan Gourevitch MiG-3, la version raffinée du MiG-1. Excellent en haute altitude, mais moins efficace dans les combats tournoyants à basse altitude si courants sur le front de l'Est. Petliakov PE-3, un chasseur lourd et chasseur de nuit dérivé de la cellule du PE-2. Utilisé intensément pour la défense de Moscou et comme escorte longue distance. Polikarpov I-15 Tchaïka, un biplan chasseur soviétique distinctif utilisé en début de guerre. Ses ailes en mouette lui conféraient une excellente maniabilité. Il a rapidement été remplacé par les monoplans. Polikarpov I-16 Rata, le monoplan soviétique trapu et révolutionnaire. L'un des premiers chasseurs à aile basse avec train d'atterrissage rentrant au monde. Il a connu des combats intenses dès les premières heures du conflit. Polikarpov I-153 Tchaïka, le raffinement final de la série biplan I-15. Équipe d'un train d'atterrissage rentrant, il s'est montré étonnamment efficace dans les premiers combats contre les monoplans allemands. Yakovlev Yak-1, le design fondateur de la réussie série soviétique Yak. Rapide, léger et facile à produire en masse. Un véritable cheval de bataille de l'armée de l'air soviétique. Yakovlev Yak-3, une version considérablement allégée et affinée du design Yak. Les pilotes le considéraient comme extrêmement maniable. Redoutable à basse et moyenne altitude sur le front de l'Est. Yakovlev Yak-7, conçu à l'origine comme entraîneur biplace, il a été converti avec succès en chasseur monoplace très capable. Facile à construire et à entretenir dans des conditions difficiles. Yakovlev Yak-9, le plus nombreux et le plus polyvalent des chasseurs soviétiques. Configurable pour presque toutes les missions de l'escorte longue distance à l'attaque au sol tactique. Maintenant, cap sur le Royaume-Uni. Si vous pensez que les Britanniques jouaient la prudence, détrompez-vous. Certains de leurs chasseurs étaient parmi les plus audacieux et les plus désespérés de toute la guerre. Blackburn Rock, un chasseur naval britannique véritablement maudit. Sa tourelle dorsale à 4 canons était un concept bizarre. Lent et inefficace au combat, écrasé par son propre poids et sa traînée excessive. Blackburn Skua, un bombardier en piqué et chasseur biplace de la Fleet Air Arm. Relativement lent, mais il est entré dans l'histoire en remportant la première victoire aérienne britannique de la guerre. Boulton Paul Défiant, un design controversé qui misait tout sur une tourelle dorsale motorisée.
Il a subi de lourdes pertes en plein jour, mais a connu un succès limité comme chasseur de nuit. Bristol Beaufighter, la mort qui chuchote. Un remarquable chasseur lourd bimoteur, redoutablement efficace dans la chasse de nuit, les attaques à la torpille et les missions de mitraillage au sol dévastatrices. De Haviland Mosquito, la merveille de bois. Un appareil multirôle incroyablement rapide, construit principalement en bois. Il excellait comme chasseur, bombardier et pathfinder grâce à sa vitesse phénoménale. Fairey Firefly, un chasseur naval et avion de reconnaissance biplace réussi. Son endurance et sa visibilité excellente en faisaient un élément clé des opérations de la Fleet Air Arm. Fairey Fulmar, un chasseur de la Fleet Air Arm basé sur le bombardier Fairey Battle. Robuste, mais trop lent pour rivaliser avec les chasseurs terrestres allemands dédiés. Gloucester Gauntlet, un biplan chasseur du début des années 1930. Complètement obsolète dès le début de la guerre, rapidement relégué aux missions d'entraînement. Gloucester Gladiator, le dernier biplan chasseur de la RAF. Il s'est illustré héroïquement dans la défense de Malte et de la Norvège. Robuste, mais véritablement dépassé par les monoplans allemands. Gloucester Meteor, le premier chasseur à réaction opérationnelle de la RAF. Bien que développé pendant la guerre, les Alliés ont délibérément évité de le déployer au-dessus des territoires de l'Axe pour préserver le secret. Hawker Fury Sea Fury, alors que le Fury était un biplan d'avant-guerre, le Sea Fury représentait une évolution ultime d'après-guerre. L'expression suprême de la puissance à piston, mais arrivée trop tard pour la Seconde Guerre mondiale. Hawker Hurricane, le héros méconnu de la bataille d'Angleterre. Plus lent que le Spitfire, mais sa structure robuste et sa maintenance simplifiée le rendaient absolument essentiel. Il a remporté la majorité des victoires aériennes des premiers jours du conflit. Hawker Sea Hurricane, la version navalisée du Hurricane. Souvent lancé par catapulte depuis des navires marchands pour défendre les convois, une mesure désespérée, mais redoutablement efficace. Hawker Tempest, une évolution considérablement améliorée du Typhoon. Exceptionnellement rapide à basse et moyenne altitude. Il a joué un rôle vital dans la neutralisation des bombes volantes V1 en fin de guerre. Hawker Typhoon, un chasseur massif et puissant, initialement paralysé par des problèmes de moteur. Il a trouvé sa vocation comme appareil d'attaque au sol dévastateur, surnommé affectueusement le Tiffy. Supermarine Seafire, la version navalisée du légendaire Spitfire. Beau et rapide. Mais son train d'atterrissage fragile et sa voie étroite rendaient les appontages particulièrement périlleux. Supermarine Spitfire, une légende absolue. Reconnu pour ses ailes elliptiques et sa maniabilité exceptionnelle, il symbolisait la résistance britannique et a été continuellement développé tout au long de la guerre. Si vous ne devez retenir qu'un seul chasseur britannique, c'est lui. Westland Whirlwind, un chasseur bimoteur britannique rapide et distinctif. Victime de graves problèmes de développement moteur, il n'a été produit qu'en petit nombre, servant principalement dans des rôles d'attaque au sol. Westland Welkin, un intercepteur haute altitude spécialisé, conçu pour répondre à une exigeante spécification de la RAF. Techniquement avancé, mais n'est finalement jamais entré en production complète. Si cette vidéo vous passionne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. La partie 2 arrive avec le Japon, l'Italie, la France et bien d'autres nations dont vous n'imaginez même pas les chasseurs secrets. Ne ratez pas ça.